Propriétaire de Plex, simplifiez votre gestion avec Wi-Fi Québec. Le seul fournisseur Internet conçu pour le multilogement avec son propre réseau. Enregistré au CRTC, Wi-Fi Québec affirme offrir un Internet encore plus rapide que la fibre. De l'installation à la maintenance, en passant par la distribution et un support 24/7, tout est pris en charge pour vous et vos locataires. Demandez votre soumission dès aujourd'hui. wifiquebec.com. Gestion immobilière Faleschini-Mercier, entreprise d'investissement et de gestion immobilière bien établie à Québec et Lévis, est en pleine croissance. Nous gérons près de 2000 logements et poursuivons notre développement pour assurer un service durable et de qualité. Nous sommes à la recherche de gestionnaires immobiliers, d'agents de location et d'adjoints administratifs motivés. Joyeux une équipe solide, humaine et ambitieuse. Faites carrière avec Gestion immobilière Faleschini-Mercier dès maintenant en appliquant au 418-658-0404 ou au groupe mercini.com. Bienvenue au Proprio Podcast, le rendez-vous des passionnés d'immobilier multirésidentiel et commercial où on dit les vraies affaires. Des chroniqueurs, des invités, des discussions franches, nos opinions sans filtre. Pour les investisseurs, développeurs, promoteurs et proprios engagés. Animé par Michael Faleschini et Karine Mercier. Le Proprio Podcast où l'on parle immobilier. Bonjour tout le monde, alors bienvenue à un autre épisode du Proprio Podcast, toujours en compagnie de moi-même, Michael Faleschini et Roxane Bédard pour un troisième épisode. Salut Roxane! Salut Mike! Yes, ça va bien? Ça va très bien toi? Ben oui, t'es revenu pour un troisième épisode, Absolument. Donc t'es pas trop désespéré, non? C'est bon? Non, ça va bien. J'avais 203. Exact, c'est ça. Bien traité quand même. Super. Écoute, aujourd'hui, on parle évidemment d'immobilier comme d'habitude, mais on va dévier un petit peu vers l'entrepreneuriat parce qu'on a un invité en fait qui a fait un exit entrepreneurial. Donc on parle un petit peu de tout le volet monter une business, comment on scale ça, pourquoi qu'on veut faire un exit, pourquoi qu'on veut vendre. Puis finalement aussi notre invité est investisseur, bourse, immobilier, entreprise, etc. Donc on va venir rapper la boucle avec le volet immobilier évidemment parce que c'est un podcast qui se veut après ma barre d'immobilier. Donc Pierre-Alexandre Marcoux. Salut, Enchanté. Yes. Vous me sortez de ma retraite. Oui, c'est ça. Ben, écoute, merci. Pour des bonnes raisons. Yes. Ben, en même temps, quand on fait un exit, il faut s'occuper, il faut redonner. Hein? Fait qu'on Exact. fait des podcasts comme ça. On prend 1 heure ensemble pour discuter de mon parcours, puis en espérant que ça peut soit inspirer ou aider à clarifier des fois des questionnements que les gens peuvent avoir eux-mêmes, qui peuvent être confrontés à des situations ou des réflexions comme moi j'ai eu durant mon parcours. Fait que je suis là pour ça. Puis là, écoute, 37 exact. ans, c'est ça? Jeune retraité. Mais là, ça a commencé où tout ça? Tu as commencé quand même jeune, l'entrepreneuriat. Peux-tu nous parler un petit peu là, des débuts en affaires de ton côté? Oui, je me présente Pierre-Alexandre Marcoux, 37 ans, père de famille. J'ai un petit garçon de 6 et 3 ans. J'ai démarré en affaires en 2009. Ça remonte à assez loin. Mais pour mettre en contexte, j'ai cofondé l'entreprise Vileco, qui est une compagnie qui est spécialisée dans la gestion des matières résiduelles. Donc, par matières résiduelles, on entend collecte de matières comme les ordures, le recyclage, les matériaux secs de construction, donc tous les rebuts qui sont jetés des chantiers, autant dans les immeubles usagés ou neufs. Puis c'est pas le domaine d'activité le plus sexy quand tu dis je veux me partir une entreprise. Non, exact. Ça a été d'ailleurs dans les premières choses quand Philippe et moi on avait les discussions au début. Philippe était mon associé de toujours, là, qui est resté dans l'entreprise Vileco. Là. Je vais le remettre en contexte tout à l'heure, mais ça a fait partie des questionnements qu'on a eu un peu au début. Moi, j'étais comme de la collecte d'ordures, c'est l'enfer, ça pue, peu importe, là, mais bon. Je m'étais comme pas vu faire ça, disons, au début de mon parcours, mais finalement, après regarder tout ce qui était plus le penchant pragmatique, on a trouvé que ça pouvait être un domaine qui serait intéressant pour nous pour s'épanouir. Puis là, je pense que tu nous disais un petit peu que tout a commencé un peu avec un renvoi, un congédiement de ton côté. Ben, je pense que les gens qui se lancent en affaires, il peut y avoir plusieurs motifs, mais je pense que souvent, tu as toujours un motif, un peu un élément déclencheur qui va t'amener justement à te lancer en affaires. Pour ma part, c'est que je travaillais dans une entreprise, ça faisait déjà 2 ou 3 ans. J'avais connu ma conjointe là-bas, qui est encore ma conjointe à ce jour. Donc, on va bientôt avoir 18 ans ensemble, nos 2 petits garçons. Mais puis, tu sais, je passais du bon temps. C'est un emploi étudiant. J'étais pendant mes études universitaires. Puis, je m'étais fait mis à pied. Puis, ça m'avait remis en question beaucoup. Parce que je m'étais dit, c'est fou pareil. Tu sais, j'aimais ce que je faisais.
j'étais dans un emploi qui était, qui venait combler tous mes besoins à cette époque-là. Puis, quelqu'un a, par sa décision, pu mettre fin un peu à ce que moi, j'étais content ou j'étais bien. Fait que, je m'étais dit, c'est fou pareil, moi, je suis passé de je suis content à, hein, je me retrouve un peu... On nous vend un peu l'idée de trouve-toi un emploi, va à l'école, trouve-toi un emploi, c'est la sécurité, tout ça. Puis là, assez jeune, tu t'es sûrement dit, écoute, finalement, c'est pas si sécuritaire que ça. Je suis dans un emploi que j'aime, puis tout ça, puis il y a un boss, quelqu'un. C'est ça, qui peut dit, décider ben, un écoute, peu en c'est fini. pesant sur un bouton quasiment, c'est terminé. Ouais, c'est exact. Fait que j'ai trouvé ça difficile. C'est sûr que on se remet à mon t'avais intelligence quel âge? émotive de 18-19 C'est ça, ans. ok, ouais. Je revivrais ça à mon âge, j'en rirais probablement, mais ça reste qu'à cette époque-là, ça m'avait quand même heurté. Fait que ça a été dans mes premières réflexions de me dire, hey, moi, sais-tu, c'est fini que quelqu'un peut décider pour moi ce qui va m'arriver pour la suite. Ça veut pas dire que je serais pas contraint à vivre des difficultés ou j'aurais pu faire faillite en affaires ou peu importe, mais idéalement de choisir ce qui va m'arriver. Ou d'être responsable de Oui, toi-même, exact. de ce qui va t'arriver, puis de pas de laisser ça entre les mains de quelqu'un d'autre. Exactement. Fait qu'à ce moment-là, je me suis posé des questions, j'avais un désir entrepreneurial, puis à force de parler avec mon entourage, la mère de ma conjointe avait dit « Ah, ben il y a une de mes bonnes amies, son fils a démarré une entreprise d'entretien paysager, de tonte de pelouse à Gatineau. Puis il a réussi à se réaliser là-dedans. » Fait que j'étais comme, mais c'est pas bête, c'est quand même quelque chose d'accessible. J'avais aucun capital quand j'ai démarré en affaires, là, je suis littéralement parti avec une carte de crédit, puis j'ai mis la tondeuse, le coupe-bordure sur la carte de crédit en espérant que les chèques que j'encaissais au début allaient pas être sans fond. Mais donc, c'est vraiment comme ça que ça a parti. Fait que j'ai commencé à monter mes contrats à l'université. Fait que pendant mes cours, j'écoutais pas tant que ça. Mais je montais mes contrats, puis je trouvais quand même que j'étais capable de me réaliser aussi là-dedans parce que j'ai toujours été quelqu'un de créatif. J'aimais créer les choses, imagination. Fait que trouver le nom de l'entreprise, les couleurs, monter les canevas de soumission, les canevas de contrat. Après ça, me faire Il n'y avait pas l'intelligence artificielle à ce moment-là pour tout faire j'avais ça. vraiment du temps. Là. Disons qu'à cette époque-là, on se remet que je faisais des trucs dans Paint. Là. Fait que... ouais, fait qu'on n'est pas à la même époque. Là, puis Facebook commençait à sortir de terre, là, mais c'était pas fait. Avec une offre pour ton marketing aussi. Ouais, c'est ça, exact. Puis on s'entend, je commence à 18-19 ans, j'ai pas vraiment d'expérience plus qu'il faut. Fait que j'ai appris beaucoup avec ça. Ça a été vraiment une bonne école parce que j'ai été à l'Université Laval. J'ai fait le baccalauréat en sciences de la consommation, qui est un bac qui est orienté beaucoup service à la clientèle, développement des affaires. Donc, ça venait nourrir comme tout ce côté-là aussi. Fait que je pouvais mettre en pratique ce que j'apprenais à l'université dans mon entreprise. Fait que j'aimais ça beaucoup parce que ça m'aidait. C'est que je pouvais prendre la théorie puis l'utiliser puis la mettre en pratique. Fait qu'au fur et à mesure que mon bac avançait en temps, ben mes repères d'affaires se peaufinaient. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis à ce moment-là, pour commencer, ben pour évaluer des terrains, prendre le temps, calculer combien de temps ça peut prendre, exemple. Tondre un gazon, combien il faut que je charge, tout ça. C'était toutes des affaires qui étaient quand même assez abstraites. Fait que j'ai été essais-erreurs un petit peu, j'imagine. Vraiment beaucoup d'essais-erreurs. Puis on se remet dans le temps. Là. Ça fait pas si longtemps que ça, mais ça a tellement évolué. Mais en 2009, il y avait quelques forums, des trucs, mais c'est plus comme aujourd'hui. Je peux pas demander à Jiminy, peux-tu me dire combien de temps ça peut prendre tondre un terrain de 4000 pieds carrés selon toi? Ça serait quand même assez facile maintenant de faire ça. Mais à cette époque-là, je regardais un terrain, je me fiais avec le peu d'expérience que j'avais tendu de terrain chez nous, me dire OK, combien de temps ça pourrait me prendre de tondre ce terrain-là. Puis, exemple que je veux faire 20$ de l'heure, ben si ça me prend 45 minutes, ben je vais charger l'équivalent, peut-être 15$ de l'heure. Tu le testais toi-même, finalement. Ouais, exact. Fait que ça a été comme ça au début. Fait que j'ai fait beaucoup de porte-à-porte pour voir si justement ça allait fonctionner. Puis je misais beaucoup là-dessus parce que j'avais pas d'emploi à ce moment-là. Puis ben moi, je mettais toutes mes œufs en me disant dans mon panier en me disant ben moi, cet été-là, je fais ça. Là. Fait que j'ai commencé à faire du porte-à-porte dans ma rue où est-ce que j'habitais. Puis après quelques clients, une de mes voisines que je connaissais pas m'a encouragé. Elle a accepté le contrat. Fait que ça m'a donné tout de suite un vent d'eau. Je me suis dit, sais-tu, je suis capable de convaincre les gens de me faire confiance. Parce que c'est quand même un bon premier test de dire je fais du porte-à-porte. Tu t'en vas déranger quelqu'un chez la personne pour te présenter, vendre tes services. C'est quand même un bon test de caractère pour commencer. Oui, puis je veux dire, je le fais, puis je connais personne qui n'a jamais fait ça, ou qui peut dire, hey, prends-toi de cette façon-là ou pas. Je veux dire, j'ai juste pris mes contrats,
je suis parti dans la rue, puis j'ai commencé à sonner. Mais en même temps, tu dis tout le monde a besoin de tondre son gazon. Là. Fait que Oui. si ça leur tente pas de le faire eux autres mêmes, ben c'est une belle opportunité pour eux autres. Fait que finalement, tu leur as amené une solution. Là. Exact. C'est ça. Au moins, c'est que j'avais un marché adressable qui était quand même gros. Fait que ça l'aide. Puis après ça, ben, au fur et à mesure que tu avances, ben là, tu peaufines tes techniques. Tu sais qu'à telle heure, si tu y vas, tu déranges les gens. Si tu parles trop longtemps, les gens ne t'écoutent plus. Après ça, qu'est-ce qui fait que les gens vont vouloir te faire confiance rapidement ou pas? Puis tu peaufines ta recette parce que des portes, j'en ai sonné des milliers. Là, fait ouais, au fil, ouais, parce que pendant 6-7 ans... Tu as maintenu ça plusieurs années, cette méthode-là qui est le porte-à-porte, qui est quand même intense en termes de temps, là, on s'entend. Ouais. Là, ouais. Puis maintenant, on pourrait même plus faire ça parce que il faut que tu sois enregistré, il faut que tu Les mais à l'époque, municipalités exact. donnent un permis pour c'est faire ça. Ok, je savais pas, tu dois On être a le droit de faire enregistré. ça. Ouais, vendeur itinérant, mais maintenant, ok. mais tu sais, à l'époque, c'était pas comme ça. Fait que tu sais, il y a plein de petites affaires que ça m'aurait aidé à l'époque d'avoir, exemple, Jiminy, mais il y a d'autres trucs que ça m'aurait nuit. Fait que tu sais, c'était vraiment ça. Fait que tu sais, on a fait j'ai fait plutôt du démarchage cette année-là. J'avais une vingtaine de clients pour me dire, ben finalement, avec ça, je devrais être vraiment occupé. Je devrais vraiment être, tu sais, occupé à temps plein pendant tout mon été. Tu es resté tout seul pendant combien de temps? Pendant une saison. Une saison, OK. Oui, exact. Pendant une saison. Puis par la bande, mais mon ami Philippe, qui est associé avec moi dans Villeco, qui a cofondé avec moi l'entreprise, ben, de son côté, lui, il travaillait dans une entreprise à Québec, puis il travaillait au niveau de l'entretien ménager. Donc, lui, il était complètement dans un autre spectre. Moi, je travaillais dehors, il travaillait en dedans. Je travaillais de jour, il travaillait de nuit. Puis, il se rendait compte que il aimerait peut-être ça, échanger du moins ce que j'avais comme métier versus le sien. Fait qu'il me posait des questions, mais tu sais, bon an, mal an, on faisait juste continuer à entretenir notre relation amicale. Puis, à un moment donné, Phil m'appelle durant l'hiver. Puis, il me dit « Hey, PA, je crois que j'aurais le goût de faire comme tu fais, de l'entretien paysager, mais dans le secteur où j'habite. » Fait qu'il m'avait demandé, pourrais-tu me prêter tes contrats, tes devis, me dire comment soumissionner, tout ça. Puis toi, tu étais Capro, je pense, puis lui, il était où? Ouais, lui, il était en arrière du CHUL. OK. Sainte-Foy, là. Ok, Ouais, ok. exact. Dans Fait mon que, coin. Là. Ouais, c'est ça, exact, dans ton coin. Fait que j'avais dit, ben, tu sais, moi, honnêtement, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à monter tout ça. Tu sais, je trouverais que ça serait un petit peu comme plate de devoir le donner. Mais en même temps, c'était mon ami. Fait que, tu sais, j'étais comme à peser Enfin, toutes les tes choses. façons de calculer, tes méthodes, Ouais, tes contrats, ces choses-là. Fait que ça a été un peu ma première façon de valoriser. Ben, j'ai dit, regarde, on va Donc, faire... tu as fait un mini-exit à ce moment-là, déjà. Là. OK. Shit, aller vendre. Je me suis dilué trop vite, je pense. Mais j'ai dit à Phil, regarde, cette année, pour ma prochaine saison, j'ai besoin d'acheter une tondeuse puis une remorque. Fait que paye ça, puis on tombe 50-50. Puis il a dit oui tout de suite. Fait que cette année-là, on a continué à faire du porte-à-porte beaucoup durant la période d'hiver, le soir après l'université. Chacun à son côté de rue, j'imagine. Ouais, exactement. Fait que Ça se on faisait, on puis on restait avait nos motivé. papiers, puis on se suivait, puis on faisait des secteurs, puis on faisait ça pendant tout l'hiver. Fait que là, tu challenges les deux, lequel est le meilleur dans la Ouais, vente. exact. J'étais quand même pas pire. Fait que mais ce qui était difficile aussi, c'est que c'est bon pour le moral, disons. C'est bon pour travailler la couenne parce que du porte-à-porte, les terrains sont longs à marcher. L'hiver, tu peux pas couper sur les terrains. De toute façon, même l'été, on l'aurait pas fait parce que c'est un peu impoli de marcher sur les terrains des gens. Mais je veux dire, c'est long, ça fait de la marche. Puis des secteurs, des fois, on pouvait faire 30 maisons d'une soirée. T'sais, ça fait pas beaucoup de gens à qui tu as parlé. Mm-hmm. Si tu es capable d'en convertir, je sais pas, 10, ça fait. Ouais, c'est la long. fameuse loi du 10%, là, t'en as un sur 10 qui va te dire oui, puis Fait que t'en as c'est un qui va te rappeler. c'est quand même, ça fait que c'est long. Fait que, bref, on a avancé dans tout ça, puis au fur et à mesure, ben, on se demandait qu'est-ce qu'on allait faire pour la suite parce que l'université achevait. Puis à ce moment-là, moi, j'ai pris la décision de dire avec Phil, regarde, moi, j'ai le goût de continuer là-dedans. On se faisait un peu offrir, solliciter par des entreprises, ce qui pourrait être la suite de notre carrière après notre bac. Puis j'étais comme, ben, dans le fond, monétairement, je vais faire la même chose. Je vais être mon propre patron, puis je vais évoluer là-dedans. Fait que j'ai vraiment décidé à ce moment-là. Quel type de... Tu comparais, mettons, cette entreprise, de continuer dans le volet entreprise versus quel genre de job? Développement des affaires, beaucoup. Okay. C'était vraiment ça qui m'attirait. Pour des entreprises là, déjà quand même grosses. Oui, exact. On se faisait vraiment solliciter dans notre bac pour ça. C'était vraiment les profils. Là. Fait que, toutes mes amis, à peu près, sont en développement des affaires là, actuellement. Puis ont toutes des bonnes carrières, mais c'était tout axé là-dessus. Fait que, on a continué là-dedans. Puis à un moment donné, on s'est comme dit, hey, c'est-tu pour la suite? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on avançait. Puis Phil, il avait vu sur Internet dans le temps qu'il y avait un restaurant qui était vraiment populaire aux États-Unis qui s'appelait Chipotle. Puis ça nous avait comme inspiré. Puis disant, crème, on pourrait peut-être partir ce genre de restaurant-là à Québec. T'sais.
Fait que on avait fait du démarchage, on est allé manger dans ces restaurants-là aux États-Unis puis tout ça. Puis on avait comme eu l'intention de se dire, ben on pourrait peut-être le partir ce restaurant-là. Puis à cette époque-là, disons qu'on n'avait pas froid aux yeux. Fait que on s'est dit, ben si on le pense, on va le faire. Fait qu'on a travaillé longtemps là-dessus pour finalement s'associer avec des gens qui étaient en restauration à Québec. Puis ça a été malheureusement un échec plus qu'un succès Mais pour nous. là, tout ça en gardant l'entreprise là, de ton Tout ça en repas sur le parallèle, sol. oui, exact. Mais c'était devenu vraiment notre plan B. T'sais, on se disait, hey, on veut quelque chose de nouveau, on veut se stimuler, on veut un nouveau défi, fait que pourquoi pas ça? Et disons qu'on n'a pas assez adressé les enjeux plutôt qu'on voyait juste les bons côtés. Fait que on a démarré ce projet-là dans la pyramide à Sainte-Foy. Puis, Puis c'était quoi? Ça s'appelait comment finalement? ça s'appelait Hola Grill Mexicain. OK. Ouais. Fait que, tu sais, ça a été un projet qu'on a travaillé longtemps avant, puis pendant n'a pas duré si longtemps que ça. C'était un groupe avec, tu sais, un groupe établi, mais tu sais, c'était pas une question de groupe ou de qualité ou de ci ou de ça, mais on s'est vraiment rendu compte que dans le fond, on était mieux juste nous deux ensemble, tu sais, puis que finalement, on n'aurait peut-être pas dû s'associer avec d'autres parties. Mais c'est bon parce que vous en êtes rendu compte rapidement aussi. Parce qu'à un Oui. moment donné, il faut être capable de se revirer de bord. Même si ça t'a mis de l'énergie pour starter quelque chose, tu vois que ça marche pas, ben Oui. passe au exact. suivant, là, parce que l'acharnement pour que ça marche. C'est ça, exactement. Fait que c'est vite, on s'est dit, ça fonctionnera pas. T'sais, on sera pas heureux dans ce canevas-là. Puis on a décidé de se retirer. Fait que tu sais, ça a été beaucoup de planification et peu d'exécution dans ce projet-là. Puis après ça, ben, veut pas, on n'avait pas complètement arrêté nos activités d'entretien paysager. Donc on est retourné un petit peu à ce qu'on connaissait. Est-ce que ça t'a permis de tirer quand même des conclusions, de faire Oui. des apprentissages? C'est pas une expérience que tu as juste mis aux poubelles au final? Ou... Non, vraiment pas. Ça l'a aidé justement à bâtir la suite, qui était de se faire confiance, de notre intuition. Après ça, d'être capable aussi de cerner c'est qui les talents dans une équipe, de bien recruter, de recruter des gens, parce qu'à l'époque, on avait souvent nos employés qu'on avait, c'était des gens qu'on connaissait par la bande. Là, c'était vraiment de dire, OK, on est capable d'embaucher des gens, de passer des entrevues. Ça a de l'air bête, mais quand tu as 22, 23 ans, ça reste que c'est des choses que tu n'as jamais mis de l'avant, puis on n'a jamais appris ailleurs. Ça, tu te retrouves à engager des gens qui sont plus vieux que toi aussi. Fait que Oui. là, C'est là que ça devient drôle, c'est que on était tout le temps les plus jeunes, souvent de... Et ça c'est un défi pareil, parce que quand tu as des employés qui sont, mettons, 10 ans plus vieux que toi, il y a tout le temps une espèce de... C'est Oui, quand même un ben, défi. de t'imposer, Ouais, c'est ça. les gens te respectent, c'est sûr. surtout en jeune vingtaine. Là. Ouais. 10 ans plus vieux, Ouais. c'est une chose, mais quand tu es dans la jeune vingtaine, tu sors de l'école, Oui, t'affirmer, puis même toi, des fois, t'es pas encore certain de ce que t'es comme individu. C'est quoi tes forces, tes faiblesses, t'es en train de les découvrir, parce que l'université t'amène tellement loin en âge, tu sors à peu près 22, 23, 24 ans, t'es comme un poupon, là, quand tu commences à cet âge-là, là, t'es en affaires. C'est là que la vraie vie commence un peu. Ouais, exact. Après Fait que l'université. les expériences puis les revers, tes vis-là. Là. Fait que on est retourné vers ce qu'on connaissait, l'entretien paysager. On avait un genou à terre parce qu'on avait déployé toute notre capital à l'époque dans le projet de restauration. Fait qu'on a recommencé comme à zéro au jeu de serpent et échelle. Mais en appliquant une méthode un peu Différente. que vous saviez, peut-être, tu remets sur pied la business de ton de pelouse, tu sais un peu comment faire pour te rendre à destination. Là. Oui, ben Un c'est petit sûr peu que ça. ça l'aide. C'est un accélérateur parce que ça a été comme un petit incubateur, puis on a eu plein d'expériences, plein de challenges dans le restaurant qu'on a réussi à réappliquer après. Puis quand on est sorti rapidement, il y avait des appels d'offres qui sortaient qu'on avait vus dans les journaux pour l'entretien de parc, l'entretien municipal. Puis on s'était dit, moi et Philippe, ben si on est capable de le faire au résidentiel, on doit être capable de le faire au municipal. Donc on avait déposé des offres pour un appel d'offres à la ville. Puis on avait remporté ces lots-là. Mais il faut dire que ces lots-là avaient été remis au marché parce que l'entrepreneur avant avait été en défaut d'exécution. Des fois, Donc, les choses s'alignent bien. Tu arrives à tirer avantage d'une Ouais, situation. exact. Puis ça vous Non. a permis de scaler aussi à ce moment-là. Qu'est-ce que vous aviez déjà commencé à bâtir avant? Là? Oui, exact. T'sais, on Parce est tout de suite avec ces contrats-là, on a réussi à aller comme plus rapidement parce que c'était des contrats de mettons, plusieurs centaines de milliers à l'époque. Puis ça nous amenait tout de suite à une dizaine d'employés. Qu'on est passé de quelques employés qu'on connaissait à une dizaine d'employés, mais là, c'est tous des gens que tu connais pas, que tu as embauchés pour des raisons que tu jugeais que c'était les bonnes personnes. Aviez-vous un bureau à ce moment-là? Parce que vous Ouais. avez pogné un bon step à ce moment-là, c'est On ça? avait loué un garage dans la côte de Cap-Rouge
C'était digne d'un film d'horreur. Mais ça, c'est toujours drôle. C'était un garage dans le fond d'une cour. Tu rentres là-dedans, c'était un ancien forgeron, les murs pleins de suie, avec une ampoule. Oui. Il manquait une chaise puis des menottes, puis on avait le film Décadence 4, je pense. Là, fait que on payait environ 200$ de loyer, mais à cette époque-là, c'était fou. Là, l'engagement pour nous, c'était beaucoup d'argent. Parce qu'en plus, on pouvait pas mettre nos bureaux là. Fait qu'on avait dû louer un local dans la Maison Blanchette qui était juste en face pour les gens qui connaissent le secteur. Qu'on avait peut-être un 300-400$ de loyer en 2013. Là. Mais pour nous, c'était beaucoup. Ah, c'est clair. Donc après ça nous a fait apprendre que l'entretien paysager municipal, ben, on était capable de le faire, justement, ces types de contrats-là. Mm-hmm. Puis l'année suivante, ben, là, tous les secteurs retombaient au marché. Donc là, on a soumissionné la majorité des lots. Ça, on parle encore une fois des parcs, dans le fond? Oui, exact. L'entretien de parc, taille d'arbustes, nettoyage, désherbage. Puis là, on avait gagné l'équivalent d'environ 6 lots à la ville. On est passé d'une dizaine d'employés à une trentaine d'employés à ce moment-là. Puis c'est des contrats de 5 ans. Fait que ça nous assurait vraiment une longue période de stabilité financière. Fait que ça a été un gros moteur de vente d'eau pour nous. Parce que le tournant, parce que là, je connais un peu l'histoire, tout ça, fait que le tournant dans tout ça, c'est quand vous avez comme catché, hey, on va aller regarder les contrats publics. Ouais. C'est là que là, on va parler de ce qui a été Villéco, mais tu sais, on comprend un peu dans l'histoire que c'est là qu'il y a eu un espèce de tournant. Là. Oui, ça a été vraiment un tournant parce qu'on s'est rendu compte que nos capacités, disons, ce qu'on avait bâti ou qu'on avait acquis, on pouvait le mettre en application. T'sais. Il y a des gens qui ont une expérience de vie X, ça les amène à faire telle carrière. Ben, nous, ce qu'on avait fait, on se rendait compte que le côté contractuel, le côté relation, le côté service, on aimait vraiment ça. Fait que ça nous a permis de déployer tout ça dans l'entretien paysager municipal. Puis par la suite, ben, les contrats étant signés pour une longue période, parce que dans les contrats publics, souvent, c'est ça qui est un peu l'enjeu, c'est que les fenêtres d'opportunité quand sont là, il faut que tu sautes. Le train, il passe, puis il passe pas souvent à la gare. Fait que c'est le côté le fun, puis le côté inconvénient aussi. Dans le sens où quand t'es là, t'es content. Mais quand t'es père pour vraiment longtemps. L'opportunité d'affaires est quasiment disparue. Parce que 5 ans d'affaires, des fois, il y a des options en plus. C'est vraiment long. Fait que faut que tu bouges vite pour t'assurer une sécurité aussi sur les prochaines années. Oui, mais quand on avait gagné nos contrats, il faut dire qu'on les avait enlevés à une autre entreprise. Puis l'entreprise sur lesquelles on avait remporté les contrats, c'était tout le même. Donc, il avait perdu, lui, il est passé comme de 30 à 0 employés. Fait que là, nous, ça nous a comme marqué parce que on s'était dit, hey, ça pourrait être nous dans 5 ans. Mais la première fois que tu as soumissionné sur des gros contrats de même, j'imagine que là, tu sais, c'est stressant, veut pas, parce que là, ils vont plus bas soumissionnaires. Oui. Fait que vous autres, fallait bien compter vos affaires, fallait vous assurer que vous étiez dedans, parce qu'en plus, c'est pour une période de 5 ans. Fait que. Oui, ben tu sais, l'entretien paysager, c'est saisonnier. Ouais. Fait que quand la saison a fini, environ aux alentours de novembre, les appels d'offres étaient aux alentours de mars l'année suivante. Pendant 5-6 mois, moi puis Philippe, on passait nos journées à compter. Parce que vous saviez que ça s'en venait. Là. Parce qu'on le savait. Fait qu'on a tellement mis de temps à compter, on virait des scènes noires. Là, puis quand on a gagné, les contrats, on a gagné à quelques pourcents près de tout le monde. Donc l'objectif a été réussi dans le sens que tu n'étais pas trop bas. Puis, Non, exact. Fait que ça a été vraiment notre tremplin parce qu'après ça, on avait 5 ans de paix. Mais là, on se disait, hey, on a 5 ans justement pour se diversifier. Pour pas se ramasser à être comme l'autre qu'on vient de voir dans la salle, que lui, du jour au lendemain, il est dans le trouble. Là. Fait que ça nous a comme vraiment marqué, les deux. T'sais, on était jeunes, on a fait. Hey, au moins, ça vous a marqué au bon moment. C'est-à-dire pas quand tu le perds, quand tu vois l'autre. Fait que là, tu te dis, crème, OK, là, c'est peut-être ça qui nous attend dans 5 ans. On va se set-upper en conséquence, d'avoir peut-être un peu plus de, je sais pas, différents types de contrats, d'autres clients. Exactement. Un conservateur là, dans son approche. Là. Ben, tu sais, c'est que ça le fait en sorte qu'il y a des gens en affaires, il y a deux types. Là, il y en a qui courent après le gain, puis il y en a qui courent parce qu'ils ont peur de perdre. Là. Nous, on courait parce qu'on avait peur de perdre. Là. Surtout moi, j'étais plus comme ça. J'étais plus un entrepreneur défensif de dire, hey, il faut avancer, on se fait courir après. Fait que on a continué là-dedans, puis on a diversifié nos services, comme on disait, pour les revenus, tout ça. Fait qu'on a commencé à faire de la fauche d'autoroute, de la tonte de pelouse, d'autres entretiens paysagers, mais dans d'autres clients. Donc, on entretenait énormément de superficie en mètres carrés à la Ville de Québec. On avait environ une 50aine d'employés dédiés à l'entretien dans tous les contrats qu'on avait. Mais le client n'était pas seulement la Ville de Québec, non, il y en avait de vraiment plusieurs institutions puis de commerce.
mais la majorité était Ville de Québec. Puis aussi, il y avait du résidentiel, des toits à condos, du commercial. Il y avait d'autres donneurs d'ouvrages publics aussi. Fait que ça faisait en sorte qu'on avait vraiment une grosse saison d'été. Puis nous, l'hiver, on voulait pas faire du déneigement. Souvent, c'est la boucle un peu naturelle. Donc, on avait commencé à soumissionner des contrats de signalisation routière sur une des grosses municipalités de l'autre côté du pont à Ville de Lévis. Donc, on avait commencé à gagner des contrats dans ce domaine-là parce qu'on s'était dit naturellement, nos employés, vu que c'est pas des gens qui sont manuels ou qui ont des permis d'opérateur, exemple de machinerie lourde, ben, ils vont pouvoir faire de la signalisation l'hiver puisque c'est un contrat de signalisation pour les opérations de déneigement. Donc là, on avait une 40 à 50 de marcheurs devant les souffleurs à Lévis. Puis c'est là qu'on l'a appris vraiment à la dure parce qu'on s'est rendu compte que nos employés ne voulaient pas faire la boucle. La plupart voulaient... Il n'y a pas switché de domaine. Ils voulaient garder plus la boucle du chômage puis revenir l'été. Fait que j'ai eu environ 2 mois avec mon associé là, pour trouver une 40 à 50 de gens qui étaient prêts à venir marcher devant des souffleurs l'hiver, le soir, la nuit, les fins de semaine, tu sais. Fait que ça a été... ça n'a pas été de tout repos. Ouais, disons que j'ai appris à la dure à recruter, puis on n'avait pas d'équipe à ce moment-là. C'était moi qui faisais les entrevues. Fait que j'en ai rencontré du monde. Là. C'était vraiment pas évident. Mais pour se sortir de ça, on avait regardé, parce que c'était pas intéressant pour nous, dans notre modèle, ça fitait pas. On avait regardé pour transférer le contrat à quelqu'un qui était spécialisé là-dedans. Puis cette personne-là l'opère encore aujourd'hui. Fait que tout le monde était gagnant là-dedans. Nous, on a appris encore, ça fait partie du cheminement. On a appris, on a pivoté, puis on a avancé. Donc, pour nous amener après vraiment dans tout ce qui était comme collecte, gestion des matières résiduelles, qu'est-ce qui nous a amené là? Ben, c'était un peu la continuité des contrats publics. On se demandait dans quoi qu'on pouvait évoluer, qui viendrait comme nourrir notre côté entrepreneur, défi, beaucoup de clients, beaucoup justement d'objectifs, d'un point de vue... mettre en place une structure, tout ça, fait que la collecte de matières résiduelles est un peu tombée sur notre radar à ce moment-là. Donc, on se posait des questions à dire, ben, c'est-tu le domaine qu'on veut ou pas? Mais c'est là qu'on s'est assis, moi, puis on a regardé les bons et les mauvais côtés de l'industrie, puis on s'est dit, ben, ça correspond plus à nos ambitions que l'inverse. Mais ça a été une grosse décision d'affaires parce que ça demandait de l'équipement pas mal plus qu'au niveau de l'entretien des parcs. Là. Oui, exact. À ce moment-là. Oui, exactement. Mais tu sais, c'est là aussi que ça a changé. C'est qu'avant, c'était beaucoup des employés avec peu d'équipement. Puis là, on passait à l'envers, peu d'employés dans notre structure, mais énormément d'équipement. Donc, c'était vraiment comme un interrupteur. Là. On passait vraiment du coq à l'âne. Puis aussi, c'était de dire, ben, tout les flux monétaires qu'on faisait nous aidaient à faire grandir l'autre côté. T'sais, on n'aurait pas pu faire juste Fileco au départ, ça aurait été impossible, là. Surtout qu'on partait de rien, mais fait que ça nous a aidé à comme financer un peu nos activités de l'autre côté pour tranquillement aussi délaisser l'autre secteur parce qu'il correspondait plus à nos objectifs de carrière. C'était demandant aussi parce que c'est saisonnier, donc c'est toujours à recommencer. Tu n'as pas d'acquis, tu as peu de contrats à long terme sur les contrats municipaux. Mais après ça, tout autour, c'est toujours renouvelé annuellement. Fait que ça demandait énormément d'énergie. Puis vu qu'on avait une petite structure, ça retombait vite sur nos bureaux de gérer ça. Puis l'autre côté, on avait une traction, on se rendait compte que on développait le marché, ça allait bien. Les contrats, on était capable d'aller en obtenir. Fait que, tu es capable de diversifier tes clients quand vous êtes tombé plus collecte d'ordures ou c'était plus difficile parce que là, c'était les villes, les municipalités? Ça a été long avant d'être capable de diversifier parce que souvent, les contrats sont très gros. Donc, quand on a commencé, le premier contrat qu'on a obtenu, c'était un contrat de collecte de tout ce qui est ICI, les industries, commerces, institutions de la Ville de Québec. Fait que tout ce qui est centre d'achat, tous les restaurants à gros volume, les gros générateurs de volume de déchets ou de recyclage, les hôpitaux. Donc, on avait à tout faire la cueillette de ça. Fait que par jour, on avait une 40 à une 50 d'adresses à faire à cette époque-là. Puis, bon an, mal an, au fur et à mesure qu'on avançait, on a continué à soumissionner des contrats. Mais tous les contrats dans les fenêtres de calendrier d'appel d'offres, au début, c'était plus une ville en particulier. Donc, au fur et à mesure qu'on avançait, ben, on obtenait des contrats pour cette ville-là. Puis après ça, les calendriers, se sont pas déplacés parce que les calendriers ne sont pas déplacés. Mais plus on avançait dans le temps, plus le marché renouvelait des nouveaux contrats. Fait que plus on avançait, plus on était capable de diluer nos revenus puis de fractionner ça. Parce que c'est sûr que ça reste toujours un enjeu quand tu as des gros contrats de ne pas avoir toutes tes sources de revenus dans le même panier. Ça peut être le fun quand le client est stable. Puis, chose que vous aviez compris quand même tôt dans votre parcours avec l'entreprise qui avait perdu les ça a toujours un peu nourri notre volonté de s'assurer de bien diversifier nos sources de revenus parce que c'est
des fois, ça peut être de quoi que tu t'en rends pas compte quand ça va bien, mais quand ça va mal, tu t'en rends vite compte. Fait que, ça t'assure au moins d'avoir une certaine profondeur puis une qualité dans les revenus que tu perçois. Puis, donc, Vileco était né à peu près à ce moment-là. Ouais, aux alentours de 2015-2016, on a commencé à soumissionner des contrats, mais on a commencé vraiment nos premiers contrats en 2017, comme je disais, avec tous les hôpitaux, restaurants, puis les centres d'achat. Puis par la suite, il y a eu quand même un bon temps avant qu'on regagne des contrats. On a fait plusieurs appels d'offres, mais on n'était pas en mesure d'obtenir des mandats. Puis en 2019, là, on a vraiment réussi à obtenir des mandats puis de façon rapprochée. Des gros mandats de façon rapprochée. Donc, ça a vraiment comme été un accélérateur. Parce qu'on se demandait justement si on allait continuer dans cette veine-là, parce que c'était tellement difficile d'obtenir des mandats, puisque le marché était très, très serré. On se disait, ben, on ne sera jamais capable. Là. Fait que, moi, j'avais dit à Phil, si ça continue comme ça, moi, je vais arrêter d'en soumissionner des contrats parce que ça demande énormément d'énergie. Il faut que tu fasses le tour de tes partenaires, tes cautionneurs, les assurances, les équipements, compter les travaux, les arrondissements, le nombre de camions, le nombre de levées à l'heure, Tu le faisais le nombre toi-même d'employés. en plus. C'est ça, avec Philippe. Tu ne déléguais pas à l'externe. Quand on faisait ça, ben, on travaillait plus sur notre entreprise, là, littéralement. Là. C'est comme nous, on mettait tout sur pause pendant 30 jours. Là. Fait que, ça devenait vraiment difficile. Puis quand tu soumissionnes, ben, c'est des contrats de plusieurs années, plusieurs millions. Fait que c'est toujours un stress. T'sais. Puis les contrats publics versus contrats privés. Un contrat privé, exemple, vous êtes mes clients potentiels, on se rencontre, on détermine vos besoins, je valide si les besoins correspondent à notre offre de service, je fais une soumission, on vous accepte, on se serre la main, tout le monde est content, je retourne à la maison, puis je suis content. Mais je ne sais pas le prix des autres compétiteurs. Mais au public, c'est l'inverse. On s'assied dans une salle, on est peut-être 2, 3, 4, 5 soumissionnaires, on ouvre les enveloppes une après l'autre, fait que tu as un décorum qui est vraiment difficile à supporter. Moi, j'ai toujours trouvé ça difficile de justement faire ce processus-là. J'ai toujours trouvé que c'était difficile pour la personne. C'était comme un fardeau un peu. Moi, je le voyais comme ça, malheureusement, là, mais c'est vraiment de même que je le vivais. Ouais. Puis la pression, la soumission, tu vois les prix des autres, tu vois ton prix. Est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce qu'ils se sont trompés? Tu le vois live là, quand tu es dans la salle. Puis exact. On a-tu laissé trop d'argent sur la table? Ou à l'envers, un crime, qu'est-ce qu'on a fait comme erreur? Ou, tous tes compétiteurs sont là. Ouais, tu vois tout. Là. Fait que tu le vis là. Fait que c'est vraiment stressant quand même. Puis c'est aussi, tu vois le travail que tu as mis, est-ce qu'on obtient le contrat, puis le chemin qu'on avait visualisé va se faire, ou, sais-tu, cette porte-là se ferme, puis cette opportunité-là, il faut arrêter d'y penser, on l'a perdu, on passe au prochain. Fait que ça te remet vite le nez. Puis peu importe le scénario, tu te remets tout le temps en question parce que si tu as soumissionné trop haut et tu l'as pas, tu vas te poser des questions. Mais si tu te rends compte que tu as soumissionné trop bas, peut-être que tout est correct, tu as fait tes devoirs puis tout était correct, mais ça va te prendre du temps souvent avant de le savoir. Exact. Puis plus tu soumissionnes de contrat, plus tu en opères, plus ça se peaufine. Mais au début, il y a une part d'inconnu. Quand tu commences, c'est assez élevé, mais plus ça avance, plus ça se raffine. Puis ton travail en tant qu'entrepreneur, c'est de raffiner ça pour éventuellement espérer qu'il n'y ait plus de marge d'erreur ou peu, il y en a toujours, mais c'est sûr que ça fait toute une différence. Fait que c'est vraiment là où est-ce qu'on apprend aussi à peaufiner nos calculs, à valider nos théories, nos thèses de départ. Est-ce que ce qu'on avait prévu, c'est vraiment ce qui se matérialise? Donc, tu prends ton contrat que tu avais soumissionné, tu commences à opérer ton contrat, tu valides les chiffres que tu as mis de l'avant, les coûts, l'essence, l'entretien, les achats, la mécanique, la main-d'œuvre, tout ça, tu prends tous ces coûts-là, puis là, tu valides. Est-ce que c'est vraiment comme on avait soumissionné? Puis après ça, qu'est-ce qu'on a le contrôle dessus? Parce que le prix, on n'a plus de contrôle. Donc, qu'est-ce qu'on a du contrôle sur? Puis là, est-ce qu'on peut travailler les routes différemment? Est-ce qu'on peut commencer à d'autres heures différentes? On peut-tu passer là à d'autres heures? Il y a moins de trafic. À partir de ce moment-là, tu optimises le plus possible tout ce qui était ton volet de dépenses. C'est ça que j'allais dire. On parle souvent d'optimisation en immobilier, mais dans le business opérant, c'est la même chose aussi. Tu veux maximiser tes revenus, diminuer tes dépenses pour augmenter le bénéfice net au final. Puis le connaissant le prix, tout ce que tu fais, tous les efforts, tout ce que tu vas gagner, ça va être un peu comme du profit parce que là, tu connais le prix. Oui, là, exact. Tu peux plus toucher le prix. Puis tu vis avec positivement ou négativement. Quand tu fais des erreurs, des fois, c'est long. Ça vous est-tu arrivé de vivre avec négativement dans le sens que tel contrat, finalement, lui, il n'est pas rentable? Le premier contrat qu'on a soumissionné, on était en dessous. Okay. On était en dessous pendant longtemps. On l'a jamais, dans le fond, réussi à sortir notre tête de l'eau de ce contrat-là. Mais en même temps, on a appris énormément. Puis ça a été un peu notre tremplin. Ça a été la force des choses qui nous a amené après à mieux peaufiner notre recette. Puis vraiment à dire qu'est-ce qu'on aurait dû faire qu'on n'a pas fait. Puis d'améliorer notre
notre sort ainsi. Là. Fait que, OK. Puis Ben, là, c'est là qu'on apprend plus là, dans les échecs, finalement. Là. Ouais. C'est d'apprendre à te relever puis à mieux faire la fois d'après. Là. Oui, exact. Malheureusement, les échecs sont souvent plus porteurs puis Formateurs. constructeurs. Oui, exact. Formateur, c'est le bon mot. C'est vraiment ça, mais c'est plate, mais c'est ça. Souvent, les gains, des fois, tu vas moins chercher à trouver qu'est-ce qui cloche parce que c'est comme naturel. Ça se fait bien, ça te tu te remets pas. moins en question. Oui, exact. Mais à l'envers, quand ça va mal ou quand c'est plus difficile ou il y a des erreurs qui ont été faites, des fois, c'est pas juste des erreurs. Des fois, ça peut être aussi mauvais achat d'un équipement, mauvaise embauche. Ça peut être plein de facteurs. Là, que des fois, il y a des choses que tu as le contrôle, des fois, tu n'as pas le contrôle. Mais c'est juste de se remettre en question puis d'évoluer, d'avancer, puis de ne pas regarder en arrière, puis de continuer à dire que la recette est en avant, puis on court, puis on continue. Puis là, à un moment donné, vous avez acheté un compétiteur, ça, c'était-tu... Oui, ben on était un peu comme dans un Y où est-ce qu'on était. On avait déménagé à ce moment-là. On était rendu dans le secteur de la rue Ampère, là, dans le parc industriel, si je ne me trompe pas, c'est Frontenac, mais bon, dans le coin de Bois-Ramel. Puis on était rendu vraiment à capacité plus que limitée. On était rendu environ à 8-9 camions. On prenait l'espace de tous les locataires sur place. Là, fait que tout le monde commençait à être un peu tanné de nous avoir comme locataires à côté. Puis on cherchait un terrain à ce moment-là, mais c'est pas facile de trouver des terrains industriels. Ça l'est encore pas. C'est peut-être un peu plus facile à Québec, mais mettons, il y a 10 ans, c'était impossible à trouver. Là. À part du bouche-à-oreille ou le réseautage, je pense que c'était impossible. Puis nous est venue l'idée de regarder, voir est-ce qu'il y a des gens qui opèrent des compagnies dans notre secteur, peut-être qui pourraient être à vendre. Puis c'est là qu'on avait tombé sur Conteneur LPI à cette époque-là. C'est sur la rue Bresse, à côté de l'aéroport, là, coin Chauveau. Puis j'avais appelé le monsieur, là, un bon vieux cold call comme je faisais, comme en porte-à-porte aussi, mais du cold call. Puis j'avais appelé le monsieur pour dire nous, on regarde pour acheter une entreprise. Puis on aurait un intérêt à voir si vous en auriez un à vendre peut-être. Puis tac au tac, il me dit oui. Fait que premier appel, premier oui, j'étais comme hey, je m'en vais voir Phil, je disais hey, le monsieur il m'a dit qu'il était intéressé, il me croyait pas. J'étais comme tu sais c'est quoi les chances? 1 sur 1. Là. Ah ouais. Fait que on avait rencontré, puis on a fait les processus, puis on a fait les vérifications, puis on a avancé là-dedans. Fait que ça nous a permis d'acheter un terrain. Première résolution de problème, on n'avait plus d'espace. Puis deuxième affaire, c'est que ce terrain-là, il y avait un certificat d'autorisation du ministère, donc ça nous permettait de gérer justement, de réceptionner des matériaux secs de construction. Fait que là, ça nous a vraiment permis d'avoir un tremplin, de pouvoir un peu utiliser à levier justement nos clients actifs, puis commencer à diversifier nos revenus, aller chercher justement l'allocation de conteneurs de matériaux secs de construction, puis là, développer ce marché-là. Fait que tout ce qui était toutes les compagnies de construction, rénovation, démolition, vraiment les solliciter, puis commencer à faire l'allocation de conteneurs. Puis ça l'a vraiment permis de diversifier aussi nos sources de revenus. Plus ça allait, plus on allait chercher des comptes. Puis après ça, par la suite, on a continué à faire des appels d'offres publics. On a continué à justement développer le marché privé. On faisait de la location d'équipement aussi, des compacteurs à déchets au recyclage pour des gros générateurs de volume. Puis aussi des petits conteneurs là, 2, 4, 6, 8 verges pour des clients comme des gestions immobilières ou des commerces, là, institutions. Ouais, c'est ça. Depuis que je t'ai connu, je les vois partout, là, ces conteneurs-là, puis les camions aussi. Là, mais... Ouais, puis là, si là, à un moment donné, vous avez vendu tout le volet entretien paysager, tout ça, vous êtes des parties de ça, vous avez vendu ça. C'était-tu à peu près au même moment? C'était avant? Ça fait environ 2-3 ans qu'on a vendu. Pourquoi? La raison est vraiment simple. C'est juste que de l'autre côté, on avait un succès vraiment naturel avec Vileco. Ça correspondait plus à nos valeurs, nos objectifs, tout ça. On aimait le défi. Puis de l'autre côté, vu qu'on mettait moins d'énergie, ça devenait plus complexe à gérer. Ça nous amenait souvent à avoir plus à réagir qu'à prévenir. Fait qu'on voyait pas nécessairement les choses qui arrivaient, on les subissait. Puis on était rendu aussi dans un grec à dire, il faut choisir. Là. On peut pas tout faire, puis on veut faire les choses bien. Fait que c'est quoi qui va nous amener à la prochaine destination. Fait qu'on avait décidé de vendre ce volet-là. Puis après ça, vraiment se concentrer à 100% dans Vileco. Fait que pour vous autres, ça a été une première expérience de exit d'une compagnie opérante, finalement, Ouais, d'avoir vendu à ce moment-là. Oui, exact. C'est sûr que c'était beaucoup moins complexe comme exit parce qu'il y avait peu ou pas d'inventaire, pas d'immobilier, peu d'équipement. Donc, c'était plus facile à faire comme revue diligente pour l'autre partie. Mais ça reste que ça a été quand même une expérience. Puis ça nous a permis de voir un peu c'était quoi de long en large ce genre de processus-là. Là. Parfait. Puis là, donc, vous avez scalé toutes ces business, ces sphères-là, Vileco, tout ça, vous avez scalé ça pendant une dizaine d'années, pendant plusieurs années.
Peux-tu me parler un peu des gros enjeux que tu as eus à travers ça, puis comment, c'est peut-être une couple de conseils à savoir comment on scale une business, à un point où on l'a cru, puis à un point où on se dit qu'elle est assez à maturité pour soit la vendre ou, bon, dans ton cas, vendre des parts, mais si tu peux-tu me parler un petit peu de ce volet-là? Je pense que, quand tu es en affaires, quand tu es un entrepreneur, faut que ta business, ton entreprise, ça soit un peu la continuité de ta personnalité. Je pense que c'est à ce moment-là que la magie, elle opère vraiment. Quand tu te connais profondément comme personne, puis le service ou le produit que tu vends ou tu offres correspond à ce que tu es, ça se fait vraiment plus facilement. Donc, on s'est rendu compte vite que ça correspondait à nos valeurs comme entrepreneurs, mais comme individus aussi. On a toujours aimé le service, servir les clients, la réputation, l'excellence opérationnelle. Vraiment de dire, quand je vois un client à l'épicerie, là, j'ai pas peur d'aller dans l'allée, parce que je suis fier du service que j'offre, puis je sais qu'il connaît la valeur du service qu'on offre aussi. Fait que toujours de bien mettre le client au centre des décisions, puis de t'assurer que tous les services, les produits que tu vends, les interactions que le client a avec toi puis ton entreprise, que ça se fasse avec le moins de friction possible. S'assurer que ça soit facile de travailler avec l'entreprise, avec les gens qui font partie de ton équipe. C'est vraiment important pour que le client sente que c'est facile, qu'on ait de solutions, qu'on est toujours là pour aider. Moi, un client qui m'a appelé puis que j'ai pas répondu, là, c'est rare. Puis quand ça arrivait, c'est parce que je t'en rends compte, puis l'appel suivait. Fait que donner du service, c'est vraiment important. Je pense qu'après ça, tout se fait naturellement. Parce que les gens cherchent à s'entourer de personnes ou d'entreprises qui vont aider à solutionner des problèmes. Fait que quand tu es là pour aider les gens à solutionner des problèmes, c'est vraiment rare que tu vas décevoir la clientèle. Fait que ça, je pense que c'est le premier point. Après ça, bien connaître la compétition. Je pense que ça aussi, c'est névralgique. Connaître les forces et les faiblesses de tous tes compétiteurs, puis savoir où est-ce que tu désires te placer là-dedans. Fait que, si tes compétiteurs sont tous à gauche, ben l'opportunité est peut-être à droite. Fait que nous, c'est là qu'on est allé, de plus être dans la transparence, l'équipement propre, être ponctuel, assidu. Vraiment, être Tout faire les petites choses de façon bien. Les bien. détails, c'est ça. Mais ces détails-là, quand tu les mets tous ensemble, ça fait toute la différence. Fait que, au début, c'était de faire valoir ça à la clientèle parce qu'on n'était pas connus. Mais plus ça allait, plus le bouche à oreille, les camions. Fait que ça fait un peu un flywheel plus tu as de clients, plus tu vends des services, plus tu as de clients. Fait que, ça, naturellement, à un moment donné, organiquement, c'est qu'au début, tu cherches des clients, puis après, c'est les clients qui te cherchent. Fait que, ça vient là où c'est intéressant, là, que le développement des affaires se fait différemment aussi. Tu es moins en vente externe, tu es plus en vente interne. Fait que... C'est le fun quand tu deviens assez bon pour que ta compétition ne soit pas capable de parler en mal de toi, mettons. Exact. Ça, c'est sûr que c'est un plus. Puis, de savoir tes forces, tes faiblesses. Puis, il y aura toujours des talons d'Achille dans peu importe une entreprise, mais c'est de les connaître. Puis, de travailler à les minimiser. Puis aussi, plus tu connais ta compétition, nécessairement, tu vois où est-ce que la compétition s'en va. Puis, au début, nous, on suivait un peu la compétition. On essayait de faire comme les autres. À un moment donné, on s'est rendu compte, sais-tu, on va virer ça. Nous, on va aller de notre bord. Puis peut-être que dans le fond, c'est peut-être nous qui va trouver la recette de la Kit Kat. Fait qu'on s'est comme dit, on va faire l'inverse. Nous, on va prendre nos décisions. On est arrivé avec des choses qui n'étaient pas là avant, des listes de prix de papier. C'était tout le temps à bonne franquette. Nous, on était avec des PDF électroniques, des signatures électroniques, tous les templates électroniques. On avait notre système de gestion des opérations électroniques aussi. On avait 5 développeurs à l'interne à temps plein. Puis nos contrats nous obligeaient à avoir justement des gens à l'interne pour ça. Fait qu'on a créé un système vraiment qui nous permettait de créer les bons de travail, les répartir à tous nos chauffeurs dans des tablettes. Fait que on appelait ça la collecte intelligente. Il y avait des caméras 360 sur les véhicules que ça, c'est en train de se déployer éventuellement. Après ça, tous les suivis, les parcours, voir les temps des bons de travail ouverts, début, fin. Mais c'est banal, mais tout le monde marche au papier. Mais c'est l'innovation, ça fait partie de l'innovation. Puis même dans un domaine où que tu penses qu'il n'y a pas tant de technologie, tu amènes la technologie, tu amènes des solutions, puis tu amènes de la rapidité d'exécution, puis tout s'ensuit. C'est ça, exact. Plus tu es rapide, plus tu es agile, puis plus tu es agile, plus tu es rapide. Fait que tes clients, ils s'en rendent compte justement que tu es capable de te revirer vite. T'sais. Puis en construction, c'est encore plus vrai qu'en municipal. En municipal, c'est une vitesse où c'est
prévisible, c'est calculé. En construction, c'est beaucoup spontané. Les besoins sont spontanés. Exemple, tu as un chantier, puis là, ils se rendent compte que la chute à déchets, exemple, à matériaux secs, est pleine. Mais ils peuvent t'appeler et dire, t'es-tu capable d'envoyer un camion là? T'sais. Fait que les besoins sont pas pareils. Fait que tu finis par t'adapter à ta clientèle, comprendre, puis de placer tes routes en fonction de tous tes clients, puis de prévoir un peu tous les scénarios. Puis en transport, c'est beaucoup ça. On va regarder un camion, exemple, de collecte de matières recyclables, exemple, puis on va se dire, hein, ça a l'air donc bien facile. Un camion se met devant un conteneur, pèse sur un bouton, ça lève, mais il y en a des boutons dans ce camion-là, c'est capoté. Puis il y a aussi le fait que pour arriver à ça, il y a énormément de contingences qui doivent être planifiées en arrière. Parce que quand tu as plus de 40-50 véhicules en même temps qui font des arrondissements, des clients commerciaux, industriels, mais le matin, il faut que tu ailles planifier ta main-d'œuvre, il faut que tu ailles attitrer tes routes. Puis il y a des types de collectes qu'ils peuvent faire une dizaine d'arrêts, mais il y en a qui peuvent en faire des milliers. Donc, c'est vraiment important de connaître ton marché, connaître tes secteurs, connaître les ressources que tu déploies pour faire les contrats. Puis, tu sais, quand il y a quelqu'un qui ne rentre pas, ou un camion qui brise qui n'est pas prévu, ou une route qui ne se ferme pas, il faut que tu aies plusieurs solutions. Puis, tu ne peux pas en avoir jusqu'à A, B, C. Ça sera à Z, puis même à Z, recommence donc à A, voir si ça ne pourrait pas. Fait que, tu sais, tu as une pression une pression opérationnelle vraiment importante dans ce domaine-là. Faut que tes processus soient ultra optimisés, c'est ça que je me rends compte. C'est que tout ce qui est à faire le matin est à faire le matin, et puis la fin de journée, il faut que tout soit fini. Tu vois pas ça dans le grand secteur d'activité. Ça, vous êtes quand même très niche aussi comme entreprise. Là, exact, on est vraiment spécialisé, c'est super niché, mais la majorité des secteurs, je sais pas, j'ai un restaurant, il y a trop de clients qui rentrent, ben ça va juste être plus long servir la file, ou j'ai une livraison qui part, ça va juste arriver à la limite demain, je vais recevoir un courriel dire on reporte la route à demain, ou je sais pas, je suis supposé de faire une rénovation, ça va aller à la semaine prochaine, ou mais en contrat public, t'as pas ça. T'as pas ça, t'es condamné à exceller. Donc, t'as une pression à livrer qui est vraiment importante. Puis, c'est le fun parce que ça t'amène à te dépasser, mais ça vient aussi avec un certain fardeau dans le sens où ça te met une pression qui est dure à expliquer puis à voir dans d'autres domaines. Ça me fait penser des fois un peu au domaine de la santé, là, que il y a quelqu'un qui se blesse, il faut que tu envoies une ambulance. Là. Fait que, ça, on ne le voit pas, ça, mais il y a une contingence incroyable pour arriver à ça. Fait que, des fois, c'est pas juste de voir la pointe de l'iceberg, mais c'est tout ce que ça prend en arrière. Dire faut fermer une route à Sainte-Foy, ou faut fermer une route à Charlebourg, ou faut fermer une route à Port-Neuf. On a un camion qui a brisé, on a un chauffeur qui n'est pas rentré, ou il y a plus d'attente au point de chute. C'est ça, le défi aussi en main-d'œuvre, en ressources humaines, il est quand même il a été énorme. Là, oui, puis c'est un domaine, ça a des avantages et des inconvénients, c'est que c'est très spécialisé. Donc, quand les individus rentrent dans l'industrie et qu'ils aiment ce qu'ils font, mais il n'y a pas vraiment de substitution comme métier. Ils ne pourront pas refaire ça ailleurs. Versus, exemple, en transport mettons LTL ou en longue route, ben, les chauffeurs peuvent chauffer à peu près à n'importe quelle entreprise. Exemple, je travaille pour une compagnie X. J'aime ce que je fais, mais j'aime pas l'entreprise pour laquelle je travaille, mais je peux aller travailler à Y. Mais dans notre domaine, il y a peu d'entreprises qui font ce service-là. Donc, ça fait en sorte que quand les gens rentrent et qu'ils aiment ça, mais ils peuvent rester plus longtemps. L'inconvénient, c'est que la courbe d'apprentissage, elle est très longue. Parce que c'est super spécialisé. Les chauffeurs, quand ils commencent, ils n'ont aucune expérience propre à ça souvent. Si tu fais de la collecte résidentielle, c'est des bras mécanisés latérales, donc tu as beaucoup d'éléments à vérifier. Il faut que tu chauffes à droite, tu chauffes debout, tu as des manettes pour contrôler le bras, des manettes pour contrôler le pouce qui prend le bac. Il faut que tu vides dans la cuve, tu as la trémie, tu as le bélier en arrière qui compacte. Tu chauffes dans des quartiers où il y a des enfants, il y a des gens qui peuvent t'envoyer chier sur le bord de la route. Il y a des gens qui sont moins commodes. Fait que tu es tout le temps dans des milieux super urbains, habités. Là. Fait que faut que tu sois super vigilant. Tu travailles avec des gros équipements. Fait que c'est sûr que ça prend beaucoup de qualité pour être un opérateur, chauffeur-opérateur d'un camion de collecte d'ordures. Tu as les fils, t'as les clôtures, t'as des portes, t'as des bacs sur roues qui peuvent rouler, t'as beaucoup de défis. Mais là, t'avais une business qui était quand même en grande croissance, là, puis qui était bien une croissance bien soutenue, puis ça allait bien. C'est quoi qui t'amène à vouloir sortir dans ce temps-là? Ben, c'est une bonne question, puis c'est une longue réflexion. C'est sûr que c'est pas quelque chose que tu peux prendre à la légère, je pense, pour
une bonne raison, c'est que ça te définit tellement. Tu sais, une entreprise, un entrepreneur, c'est un peu comme ton alter ego. C'est ça, c'est comme si tu allais perdre ton identité en sortant. Exact, c'est ça. Fait que ça, c'est sûr que c'est quand même une réflexion qui est longue, qui est lente. Pour ma part, ça veut pas dire que c'est pour tout le monde, mais dans ma situation, c'est des réflexions que j'avais depuis un certain temps. Je me disais, où est-ce que je suis rendu? J'ai commencé à avoir cette réflexion-là vers 34-35 ans. Ta compagnie est encore jeune à ce Oui, moment-là. exact. Là. C'était encore un bébé. Là. C'est pour ça que j'ai pas vendu à ce moment-là non plus, parce que je savais qu'il y avait encore des paliers à atteindre, autant d'un point de vue professionnel, des ambitions que j'avais, mais aussi pour l'entreprise, pour le bien de la suite. Je savais que si je vendais à ce moment-là, ben pour la suite, ça aurait été moins évident. Fait que je voulais vraiment atteindre un certain objectif de dire on se rend là, puis après ça, moi, à ma part, j'ai fait mon bout, on s'est rendu à bon port, puis bonne continuité. Mais moi, je sens que j'ai donné ce que j'avais à donner, puis j'étais à l'aise d'arrêter à ce moment-là. Mais c'est plein de choses qui peuvent t'amener à décider de vendre. Il y en a des fois, c'est la santé, il y en a des fois, c'est les finances, il y en a des fois, c'est plein de facteurs externes. Mais pour ma part, c'était vraiment que je sentais que j'avais réalisé mes objectifs. Quand on a commencé en affaires, on s'était fait un plan sur 10 ans. Puis on a réalisé ce plan-là sur 10 ans. Fait que c'était un peu pas croyable parce que quand on l'avait fait à Cap-Rouge, on écrivait ça, puis c'était quasiment loufoque de dire ça à quelqu'un, mais on l'a réalisé. Puis j'ai pas nourri ma continuité dans le sens où je cherchais pas à faire plus après. Autant d'un point de vue personnel, mes défis, mes ambitions, j'avais comme tout nourri ce volet-là dans cette entreprise-là. Fait que j'avais comme plus de raison, exemple personnel, le matin de me dire hey, j'ai vraiment hâte à ça. J'avais le sentiment d'avoir fait le tour de ce que j'avais à donner comme individu, me créer de la valeur, puis vraiment dire hey, j'ai un impact. Là, j'en avais encore, mais je veux dire, est-ce que pour la suite, j'ai encore le goût de ce défi-là? Puis aussi que Villeco arrivait un Y, ou est-ce que c'est une entreprise qui est géographiquement ancrée? On ne vend pas des services, exemple informatique, donc je pourrais déployer d'autres marchés, puis faire aller-retour, je sais pas, on développe Montréal. Nous, c'est géographique, ça veut dire que pour la suite, il faut que je me rembarque pour longtemps. C'est exemple. Est-ce que c'était dans les discussions d'aller répliquer, mais dans d'autres villes? Oui, c'est sûr. Mais justement, toi, tu voulais peut-être pas. C'est pas que je voulais pas, c'est juste que si on avait à le faire, j'étais prêt à le faire, c'est juste que c'était des grandes réflexions pour moi parce que je me disais, c'est tout ça que je veux pour la suite. De voir comme m'étendre. Je faisais beaucoup de développement des affaires, la gestion des opérations de mon côté. Fait que, je savais que j'allais devoir, exemple, prendre mon véhicule, passer du temps là, puis quand ça commence, c'est comme une nouvelle entreprise. Là, tu vas développer un nouveau territoire. Tu t'engages pour encore un autre plusieurs années. Oui, puis si t'as pas une garantie de succès, t'as pas une garantie de combien de temps ça va prendre de mettre en place la bonne structure, trouver le bon terrain, les bons contrats. Fait que, je voyais comme un peu si je recommençais Villeco, mais ailleurs. Donc, je me disais, ça demande énormément d'énergie. Je ne sais pas si je suis le bon pèlerin pour cette prochaine. Comment ça a été reçu par ton associé? Ça a bien été reçu. Parce que, moi, Phil, pour remettre en contexte, c'est mon ami d'enfance. On a depuis qu'on a 6 ans. Est-ce qu'il s'est senti comme abandonné? Ou, non, c'est sûr que. Tu voyais venir en même temps, tu en avais glissé un mois à l'avant. Comment ça non, on était transparent là-dedans. Là, ça a toujours été. On a toujours nourri la transparence, là, dans le sens où je disais pas mes craintes, mais plus où ce que je me situais là-dedans, puis lui, où ce qu'il se situait. Fait que, ça avançait, mais c'est tellement un long processus. Comme je dis, ça a pris plus que 2 ans environ pour arriver à ça. Fait que ça s'est pas fait du jour au lendemain. Fait qu'il savait de quel côté je me tournais. C'est juste que même quand tu as une certaine idée de où ce que tu veux t'en aller, comme moi, exemple, que je savais que je voulais potentiellement vendre, ça reste que c'est tellement un chemin qui est long. C'est un long processus de te poser les questions, de dire est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je suis vraiment rendu là? Tu vas faire une erreur, je vais-tu regretter? Toutes ces questions-là, tu passes par la tête. Fait que, je m'étais comme aidé en me disant je vais m'entourer. J'étais allé me chercher vraiment un coach d'affaires avec qui j'avais l'opportunité d'expliquer qu'est-ce que je vivais comme sentiment, ce que je me sentais. Tu arrêtes de me dire que tu es allé chercher le coach d'affaires à la fin de ton parcours et non au début. Exact, c'est quand même spécial. Mais je m'étais dit, je vais aller faire des choses ou m'entourer ou prendre des outils qui vont m'aider à peaufiner ma réflexion en me disant, peut-être j'aurais dû les prendre avant, oui, mais pas regretter de me dire, hey, j'aurais peut-être dû demander de l'avis externe ou j'aurais peut-être dû ci ou ça. Mais ça reste que la personne qui est là pour t'aider dans ton cheminement, c'est pas elle qui vit la vie du quotidien, c'est pas elle qui va prendre la décision pour toi. Fait que, c'est quelqu'un qui t'amène à te questionner, mais c'est pas quelqu'un qui t'aide à
à dire va à gauche. C'est dans le sens où tu poses des questions ouvertes, puis tu réfléchis à ça, puis ça te force à te demander justement, qu'est-ce qui fait que je veux aller à vendre mon entreprise. Là. Ça a été quoi les étapes dans le processus de vente? Tu dis que ça a quasiment duré 2 ans. Ouais. Comment ça s'est déroulé ces 2 ans-là? Ben, c'est sûr qu'il y a des grosses remises en question au début. Fait que c'est sûr que avec ma conjointe, j'avais des discussions quand même par rapport à ça, parce que c'est la première qui vit les hauts et les bas de mon entrepreneuriat. Elle a toujours été là, elle a vécu vraiment toutes mes montagnes russes, positives et négatives. Mais c'est sûr, les premières discussions, c'était plus avec ma conjointe. Puis après ça, ben, plus ça se peaufine, plus ça se précise, ben là, je commençais à en parler à mon cercle, après ça, à mes parents, à mes beaux-parents, puis après ça, tranquillement, à mes amis, tout ça, mais des réflexions. Mais je n'étais pas encore statué à dire 100% sûr. Puis, à un moment donné, ben là, avance, puis là, j'ai eu des éléments où je me disais, OK, là, je suis rendu là, puis je savais d'avance qu'un processus de vente, ça veut pas dire que tu en démarres un, que tu vas en finir un, tu sais. Ça veut pas dire que parce que moi, je veux vendre, que je vais vendre, puis ça veut pas dire que ça prendra pas de temps. Ça se peut que ça se fasse rapidement, mais ça se peut que ça soit long aussi. Puis, exemple que ça... à la fin, ça fonctionne pas, ben, il faut que j'aie l'énergie de continuer, tu sais, parce que c'est une course, mais il n'y a pas de fin. Là. Fait que ça, c'est quand même un élément qui est quand même difficile parce que du moment que tu décides que, OK, je suis prêt à ça, ben après ça, il faut que tu te retournes, t'en discutes avec ton entourage, avec mon associé, tu sais, on a eu des discussions par rapport à ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça a été difficile aussi, puis ça faisait c'est une relation d'affaires de plusieurs années, depuis 2009. Fait que, tu sais, ça a été quand même difficile à gérer les émotions de part et d'autre, mais tout dans la bienveillance. Là. Fait que, tu sais, c'était pas... Il n'y a pas eu de bataille. C'était pas toxique du tout. Au contraire, ça nous a rapproché ce processus-là parce que ça nous a forcé à revenir, tu sais, à la base. Tu sais, vraiment à dire pour le bien de chacun. Puis, mon associé voulait rester, puis moi, je voulais partir. Donc, il fallait trouver un tiers qui était prêt à racheter mes actions. Puis une partie qui n'était pas rachetée par Philippe. Donc, tu sais, il fallait que moi, je m'assure que je sois content des termes et conditions que j'avais, puis que lui aussi il était content des termes et conditions qu'il y avait. Donc, ça amenait quand même une certaine complexité parce que, tu sais, habituellement, on était toujours, pas qu'on était contre, mais on était toujours dans la même équipe. Tu sais, dans le sens où on était, nous, contre quelqu'un. Là, par la force des choses. Mais là, c'est qu'on était un peu comme vis-à-vis sa table alors que ça nous est jamais arrivé. Mais tu sais, on a bien fait ça. T'sais, on prenait le temps de parler, de s'expliquer. Fait que, mais ça reste que c'est difficile. T'sais, sur le point de vue émotif, il y a des situations où c'est difficile. La partie la plus dure, je pense, c'est la partie de l'évaluation puis du démarchage. Parce que l'évaluation, ça reste c'est monétaire. Ça reste que c'est subjectif aussi. Malgré que tu fais des prévisions de 3-5 ans, il y a quand même une certaine subjectivité à donner à quelque chose, comme un immeuble ou peu importe. Mais là, c'est quoi? C'est-tu vous faites faire une évaluation par un triple E, une firme? Oui, c'est une firme, dans le fond, c'était Raymond Chabot pour nous. Là. C'est vraiment, ils ont un département d'évaluation d'entreprise, puis on avait sorti nos prévisions. Après ça, tu sais, la compétition, le personnel clé. Tu fais vraiment C'est un scénario optimiste, un scénario pessimiste, puis tu essaies de rester dans cette fourchette-là. Exact. Puis, tu sais, c'est... Toi, tu veux, ben pas tirer à la couverte, mais tu veux gagner le plus, puis ton associé aussi. Fait que, tu sais, tu veux que ça soit fair, mais tu sais, c'est quoi qui est fair? Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est très challengeant. Fait que ça a été le bout le plus difficile, je pense, d'arriver à une valeur, puis la valeur n'est pas fixe. C'est pas comme $1. Tu sais, ça vaut entre 80 cents, puis ça vaut 1,20 $. Fait que, tu sais, t'as quand même une fourchette d'évaluation qui est complexe. Puis après ça, ben, tu donnes ça à un tiers là, qui vient comme solliciter des gens au marché. Puis un genre de courtier en vente, achat-vente d'entreprise. C'était notre avocat en droit des affaires. En droit des affaires, exactement, qui a sollicité des tiers des institutions. Puis à force de solliciter, on a eu des rencontres, puis on a eu des offres. Ben c'est ça. Puis là, OK, vous avez eu des offres. Puis là, à un moment donné, quand vous avez une offre d'achat acceptée, c'est un peu comme un immeuble. Là, il y a une due diligence qui est faite par l'acheteur, tu sais. Mais là, ça doit être un long processus aussi dans rentrer dans les livres. Puis tout ça, vous aviez déjà votre évaluation de fait. Donc, j'imagine une bonne partie du chemin de fait pour cet acheteur-là. Oui, après ça, lui, ça prend combien de temps, mettons, à l'acheteur de faire ses vérifications, parce que lui, il reprend un peu tout ça. Puis... Le document que tu reçois de ton évaluateur, tu le remets aux acheteurs potentiels. Okay. Fait que tu leur sauves énormément de temps. Puis si tu leur arrives pas avec ça, c'est pas pertinent. Puis vous autres, Raymond Chabot avait fait les vérifications comptables aussi, puis avait repassé au travers les finances de la compagnie. Oui. Puis on est suivi par eux d'une base quotidienne, dans le sens où c'était notre bureau comptable pour
tout ce qui était comptabilité. Fait que, ils connaissaient l'entreprise, ils savaient c'est quoi Vileco. Mais ça reste que entre le moment où ce que tu dis, OK, on prend l'offre qu'on a reçue d'évaluation, puis on la donne, mais après ça, eux, ils font leur analyse aussi. C'est pas parce qu'il est marqué X sur le papier qu'eux, ils vont dire c'est X. Fait qu'eux, ils vont déterminer la valeur. Ça peut être dans la fourchette, comme ça aurait pu être way out. Puis l'autre particularité dans votre cas, c'est que c'était pas une vente à proprement parler, dans la mesure où il y avait juste toi qui sortais. Fait que veux pas, fallait avoir une offre qui faisait ton affaire à toi, qui faisait ton affaire à ton partenaire, mais d'avoir une entité avec qui ton partenaire avait envie de continuer aussi. C'est ça, exact. Fait que ça amène une dimension supplémentaire. C'est ça, c'est que c'était pas juste financier, c'était aussi financier puis toutes les conditions qui peuvent être autour, là, parce que tu peux avoir une offre, mais elle vient avec plein de conditions. Puis le fit peut ne pas être bon pour puis après ton ça, partenaire tout restant le côté aussi. valeur des affaires, vision des affaires, la relation que tu vas entretenir avec cette personne-là, cette institution-là, c'est quoi eux qui s'attendent de toi comme entrepreneur, de la personne qui reste, de ton entreprise, c'est quoi leur objectif, puis de quelle manière que c'est géré. Fait que c'est sûr que de part et d'autre, il y a de la vérification qui est faite pour être sûr que tout le monde soit bien dans cette nouvelle union-là. Fait que, ça amène une grosse couche. C'est comme une négociation à 3 parties au lieu de 2. Là, c'est zéro des affaires que tu penses quand tu crées ton entreprise. Tu ne dis pas dans une dizaine d'années, je vais être rendu à me poser toutes ces questions-là. Fait que c'est des affaires que tu n'as pas vu venir en guillemets. En même temps, aviez-vous une convention d'actionnaires non, bien en place? C'est ça qu'on avait dit, mais ça, c'est vraiment pas marche à suivre, mais on n'a jamais eu de convention d'actionnaires. Du moment que tu t'entends bien jusqu'à la fin, mais c'est sûr que c'est mieux quand même. Parce que t'es jamais sûr de ce qui peut arriver, mais comme je dis, on a toujours été, depuis qu'on a 6 ans, on est allé au primaire, secondaire, cégep, université. Vous avez une confiance absolue. Oui, exact. On s'est toujours vraiment respecté, fait que ça nous a vraiment aidé, mais ça reste que je le conseillerais quand même pas. Parce que je pense que c'est vraiment pas des bonnes pratiques, puis on se les fait souvent dire qu'on devrait avoir une convention, mais bon, on a terminé ça sans en avoir une. Puis, tu sais, j'imagine, tu as parlé beaucoup de l'aspect humain aussi, de pourquoi que tu vendais tout ça, mais j'imagine, faut, tu sais, sans parler de chiffres exacts, il faut que financièrement, tu le sais que ton avenir soit assuré. Fait qu'il faut, tu sais, à moins que tu dis, je vais aller me trouver une job, là, tu sais, ou partir un autre projet, tu sais. J'imagine qu'il y a eu l'aspect quand même financier de dire, OK, il faut que j'atteigne, je sais pas moi, un certain niveau de valeur nette ou de, d'un montant que je vais empocher pour dire, hey, tu sais, je peux prendre au minimum, je sais pas, une année sabbatique pour voir qu'est-ce que je fais, ou dire, je peux partir avec un plan d'investissement. Il y avait aussi cet aspect-là, j'imagine. Tu aurais-tu continué si c'était pas le cas financièrement? Il y a tout cet aspect-là aussi. Je comprends. Je pense que ça, c'est propre à tous. Pour ma part, j'ai été chanceux. Et pas chanceux parce que, je veux dire, ça a été déterminé, mais on était dans une industrie où on était capable de valoriser ce qu'on faisait. T'sais. Fait que ça a été vraiment comme quelque chose qui m'a probablement vraiment aidé dans mon processus parce que je savais que la finalité de sortir des affaires allait être joyeuse dans un certain cadre, là, dans le sens où, versus si, exemple, tu peux mal finir, j'ai eu un restaurant puis j'ai fait un chèque à la fin. Fait que, je pense que ça vient teinter, c'est sûr, le processus. Mais ça reste que si tu n'es pas heureux au quotidien ou si ce que tu fais, tu n'y vois plus de valeur comme personne, je pense que c'est pas nécessairement le chèque qu'il faut qu'il mène cette décision-là. C'est sûr que je suis chanceux parce qu'à la fin, ça a bien terminé pour moi. Mais j'aurais probablement passé par le même chemin, mais je l'aurais peut-être trouvé plus difficile. Mais je pense que ça reste, dans l'ensemble, il faut que tu apprennes à te connaître. Puis les affaires, ça te met souvent face au mur, à te connaître, à te forcer à te connaître. Puis t'es comment dans quel genre de situation, qu'est-ce qui t'amène à être stressé ou qu'est-ce qui t'amène à avancer, à grandir. Puis au fur et à mesure que tu avances, justement, tu sais ce que t'amène comme valeur, tu sais ce qui cause du souci ou du tracas. Fait que, à un moment donné, tu pèses les pour et les contre, tu dis, c'est encore ça que je veux ou pas pour la suite. J'arrive à 36 ans quand j'ai vendu, 37 là. Je me disais, j'ai quand même, déjà depuis 2009, je suis en affaires. J'ai toujours eu ce mode de vie-là d'être, sur le fusil, là, c'est le gun, là, de jamais arrêter, là, jamais arrêter. Les gens, ils te voient travailler le matin, tu arrives, tu pars, mais la journée, elle ne fait que commencer. Les discussions de soir avec mon associé, tous les questionnements, les remises en question. Le cerveau, c'est un muscle qui est capable d'être assez tannant des fois. Puis même la nuit, là, d'autant plus. Moi, je suis chanceux, je dors bien. Fait que ça, c'est une chance que j'avais. Je me couche puis je dors, mais ça reste que
tu vis tellement d'émotions. Pour avoir une croissance comme on a eu, il faut tellement que tu te remettes en question, il faut tellement que tu sois agile, il faut tellement que tu sois capable de pivoter. T'es jamais Ça dans ta demande- zone de confort. Là. Non, tu n'es jamais dans ta zone de confort. Fait que tu es toujours amené à te dépasser. Puis quand tu viens confortable, il y a quelque chose qui va t'arriver. Ben, pas qui va t'arriver, mais que tu vas prendre comme décision qui va te ressortir de ta zone. Comme je disais dans le contrat public, vu que c'est des calendriers, puis qu'on était dans une industrie qui est très capital intensive, ben, tes obligations viennent un peu ton moteur, dans le sens où tu as des gros engagements, des terrains, de l'équipement. Fait que tu es contraint un peu d'avancer parce que si tu prends pas les opportunités quand ils se présentent, ben, tu peux te ramasser à culer au pied du mur à un moment donné. Fait que tu es comme toujours à courir, puis à un moment donné, tu pourrais dire, on est bien où ce qu'on est là, mais la compétition, elle l'arrête pas, elle continue. Puis elle veut ce que tu fais. Fait qu'il faut que tu cours, puis tu cours plus vite que tout le monde. Fait que c'est sûr que ça, c'est demandant quand même. Fait comme tu dis, c'est un marathon, puis on connaît pas la fin. Fait que à un moment donné, c'est ça. À un moment donné, tu veux peut-être sortir de là. Mais là, toi, 37 ans, retraité de l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'on fait de ces journées? Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui t'anime en ce moment? Là? Ben là, présentement, c'est sûr que je suis retourné à des choses que j'avais peu ou pas le temps de mettre en application. Certains entrepreneurs sont capables. Moi, je trouvais pas le temps, je n'étais pas capable de mettre ça dans mon horaire. J'ai eu de la difficulté à le faire, mais c'est de m'entraîner. J'aime vraiment ça. J'ai recommencé à m'entraîner en novembre dernier. Je m'entraîne 4 à 5 fois semaine au yoga fitness à la pyramide. Fait que je fais 2 séances de yoga chaud. Là. Puis après ça, j'ai des cours de course puis de circuit. Fait que j'aime vraiment ça parce que ça vient comme nourrir mon côté compétitif. Ça me donne un challenge journalier. Fait que ça vient vraiment nourrir un peu le vide que l'entrepreneuriat puis d'avoir vendu a fait. Puis aussi, je prends du temps pour marcher, puis lire des livres. Puis ça fait cliché, mais c'est vrai. Tu fais du rattrapage un peu sur peut-être une dizaine d'années que plein de choses que tu n'as pas pu faire ou eu le temps de faire. Oui, exact. Je vais plus mollo, là, dans le sens où je prends le temps de voir les choses arriver, puis de les vivre. En affaires, ça va tellement vite. Tu n'as pas le temps de voir les choses arriver. Tu es toujours en train de sauter d'un projet à un autre. C'est que ça va très, très vite, puis c'est difficile de s'arrêter. Puis quand tu t'arrêtes, souvent, ton entreprise ou ton travail te ramène à ça. Des fois, j'étais comme, j'ai hâte d'aller en vacances. Quand tu arrives en vacances, quelque chose qui arrive qui te ramène au bureau, puis quand tu es au bureau, tu penses aux vacances, ou pas tout le temps. Mais je veux dire, c'est que ça vient que c'est très difficile de se poser d'avoir du temps de qualité pour soi-même. Là. Fait que ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui est à considérer. Puis je pense aussi que ça fait partie des questionnements que les gens ont. Je me remets dans la peau d'un entrepreneur, exemple, qui écoute puis se dit « Ah, mais je sais pas si je suis mûr pour ça, vendre ou pas. » Des fois, c'est mieux d'y penser quand tu es vraiment comme pas au sommet, mais tu es proche du sommet de ce que tu as livré ou que tu as à livrer. Parce que c'est un long processus, Puis ça sera pas de même temps. Si tu décides de commencer à y penser, c'est pas dans une semaine que ça va être fait. Là, non, exact. Puis c'est un processus aussi de transition. C'est pas juste dire je vends ma compagnie, c'est que toi, tu es un individu dans l'entreprise, tu vends ton entreprise, ça t'accapare du temps, de l'énergie, des bonheurs, des joies, des peines, mais je veux dire, tout ça, il faut que ça se translate dans quelque chose d'autre. Parce que ça t'accapare. Fait que quand tu vends, je pense que si j'avais vendu, puis j'aurais pas pensé à ma transition, je vivrais ça difficilement. Parce que c'est vraiment comme du tout au tout. Puis je pense aussi qu'il faut prendre le temps de visualiser où est-ce que tu t'en vas comme individu. Un entrepreneur qui se dit hey, je sais pas, je suis pas rendu là, je suis bien, mais c'est quand même de voir en avant parce que c'est important de vendre au bon moment. C'est comme personne. Dire je sais que je suis allé au bout de ce que j'avais à donner, puis je suis fier de ce que j'ai fait parce que c'est tellement long dans une vie que c'est important de finir sur une bonne note. T'sais. Tu veux pas presser ça non plus. Non. De te dépêcher si tu arrives. Puis tu veux pas être essoufflé, justement, quand tu commences ce processus-là. C'est difficile de pas l'être quand même, essoufflé, il faut le dire, parce que c'est prenant. T'sais. Mais ça reste qu'au moins, c'est tu es en pleine conscience, tu es en pleine possession de tes moyens, parce que c'est justement prenant comme processus. Ça ne veut pas dire que tu vas vendre au terme que tu voudrais, à l'année que tu voudrais, à l'acheteur que tu voudrais, ou peu importe. Fait que, il y a beaucoup de lâcher-prise là-dedans. Puis je pense aussi que, comme individu, il faut que tu te poses des questions à dire qu'est-ce qui fait que le matin, je suis heureux, puis qu'est-ce qui fait que ça vient encore me nourrir. Puis je pense que la société est tellement poussée vers la performance, puis tout ça que la majorité des gens, je m'incluais là-dedans, des fois on se pose pas plus de questions, puis on fait juste comme suivre nos obligations. On travaille, on se lève, on travaille, mettre au boulot dodo.
Puis, tu sais, ça m'a quand même marqué parce que quand je dis que j'ai vendu ma compagnie, la première question qu'on me pose, c'est quoi ton prochain projet? Tu sais, c'est la première question qui vient. Fait que, Comme s'il fallait absolument Ouais, qu'il y en c'est ait ça. un. Là. exact. Fait que, tu sais, de la société, tu vois que tu sais, tout le monde est un peu comme dans ce moule-là, tu sais, de toujours, tu sais, pousser, aller plus vite, aller plus loin. Fait que, tu sais, ça fait quand même drôle, parce que je me sens comme un peu en retrait, puis je regarde ça, je fais comment c'est, tu sais, j'étais là-dedans, là, mais je me rends compte que c'est quand même assez, tu sais, c'est quand même un phénomène de société de voir ça, tu sais, de dire On va se que dire, c'est assez toujours être- rare de voir quelqu'un, OK, ben j'ai vendu mon entreprise, je suis à l'aise financièrement. De le faire jeune comme ça aussi. C'est sûr, là. c'est sûr. Ouais. C'est quand même un exploit, là, on s'entend. Là, tu sais, Ouais. fait Ben que moi, c'est tu sais, pas- je voulais me retirer à un moment où j'étais bien, tu sais, dans le sens où j'étais confortable, que je savais que je laissais l'entreprise, tu sais, en de bonnes mains à mon associé, à un tiers, puis que, tu sais, tout était là pour la suite, tu sais, le prochain chapitre, puis que moi, j'allais être bien, justement, de savoir que je laisse ça comme ça, tu sais, puis que j'allais réaliser comme mon parcours, puis qu'il se finisse bien, c'était vraiment important pour moi, parce que je me dis, tu sais, il faut avoir mis autant d'énergie dans quelque chose, puis mal finir, tu sais, il faut que ça finisse bien, cette affaire-là. Puis là, on parle de prochains projets, mais là, maintenant, tu touches à l'immobilier. C'est quoi la place que l'immobilier a dans ta vie présentement? Tu es aligné comment par rapport à ça? Ben, c'est sûr que j'ai des projets qui ont été on a fait ensemble, moi puis Mike, avec Karen aussi. Donc, ça nourrit une partie un peu de mon côté entrepreneurial, quand même, de devoir, tu sais, regarder, tu sais, des chiffriers Excel, regarder, tu sais, des immeubles. Ça me fait penser un peu à faire des appels d'offres. Fait qu'il y a un côté qui vient nourrir un petit peu ce côté-là que j'aimais quand même. Puis, ben, ça vient nourrir aussi mon côté, tu sais, comme je dis, entrepreneurial. Puis j'aime ça parce que c'est justement en m'ayant associé avec Mike et Karine, ben, ça m'enlève le côté actif quand même. Tu sais, où est-ce que j'ai pas une charge quotidienne à devoir, exemple, optimiser un immeuble. Ben, tu sais, on se parle, mais ils font la majorité du travail. Là. Fait que, tu sais, moi, j'ai moins cette charge-là, puis c'est pas quelque chose que je voulais non plus. Puis l'immobilier, pour moi, dans ma situation, c'était vraiment de venir diversifier, tu sais, mes classes d'actifs. Fait que ça fait partie de ma stratégie d'avoir de l'immobilier. Puis pourquoi le multilogement? Ben, ça reste un immeuble, un actif qui est super défensif. Tu sais, puis on a acheté des 16 logements, donc c'est quand même des revenus fractionnés dans des secteurs tu sais, en vogue, là, dans le sens où des secteurs qui sont pérennes dans la ville de Québec. Fait que, tu sais, ça venait comme sécuriser une partie des fonds que j'avais obtenus avec la banque. Puis justement, tu sais, quand parlons-en, dans le fond, tu investis de manière passive dans l'immobilier. Tu sais, toi, qu'est-ce que tu regardes quand on te présente un investissement? Qu'est-ce qui est important pour toi quand tu vas acheter un, mettons, comme là, nous, on a acheté 16 logements ensemble. Ouais. Tu sais, qu'est-ce que tu regardais? Qu'est-ce qui est important pour toi, mais de ta perspective de gars, dans le fond, qui est dans l'immobilier par la diversification puis de manière un peu plus passive, tu sais? Oui, ben, c'est sûr que le premier critère, c'est cliché, mais ça reste la location, tu sais, l'endroit là, où ce que tu es, l'emplacement. Je pense que c'est le premier critère parce que même quand ça va mal, exemple dans le marché, ben, tu vas toujours pouvoir t'asseoir un peu sur ta location. Ta localisation, excusez. Avec ma location. Parce que la location des appartements aussi, c'est important. Exact. Là, mais, Ça va ensemble un peu, hein, avec la localisation, ça donne une chance. Idéalement, t'en fais de la location. Fait que c'est sûr que la localisation, c'est vraiment important pour ça. Je pense que c'est le critère numéro 1. Puis après ça, ben, c'est de voir la qualité de l'immeuble physiquement. Là, est-ce que l'immeuble il est en bon état ou non? Il peut être en mauvais état, mais il faut que ça soit calculé, bien évidemment. Mais de s'assurer qu'on a un immeuble qui est bien entretenu, qui a été bien entretenu par le passé, puis savoir un peu le calendrier d'entretien à venir, puis de connaître justement aussi le secteur dans lequel tu la jettes. Est-ce qu'on sait que ça va bien se louer ou non? Puis après ça, ben, c'est de voir aussi la valeur à laquelle on la jette versus la valeur qu'on est capable d'aller chercher. La création de valeur, C'est ça, finalement. c'est vraiment important. Là, c'est le nerf de la guerre. Puis c'est de voir aussi ben, cette création de valeur-là, c'est quoi l'effort qui vient avec. Est-ce que ça va être difficile à monétiser? Est-ce que ça va demander énormément d'énergie, moyennement, ou pas beaucoup d'énergie? Fait que ça aussi, c'est important parce que tu peux acheter un immeuble pas cher, mais pour aller chercher ta création de valeur, c'est super complexe. Ben, c'est quand même important à prendre en considération. Ça reste que c'est quand même votre tâche dans le sens d'optimiser. Mais ça reste qu'il faut être réaliste aussi. C'est que on n'achète pas juste des immeubles pour les détenir sur longtemps. Idéalement, c'est que tu achètes des immeubles pour les détenir, mais avec une marge de sécurité là, qui nous permet justement de continuer puis poursuivre, puis après ça, de refinancer puis redéployer le capital. C'est ça, le but, c'est de les garder longtemps, mais de retrouver la mise de fonds le plus vite possible. Là. Ça,
Puis, ben c'est ça, d'ailleurs, je trouvais ça c'est drôle parce que, tu sais, on a acheté un premier 16 logements ensemble, puis, tu sais, c'était 0 prévu, mais ça donnait que c'était dans la rue où tu as grandi. Ouais, exact. t'sais. Ouais. Puis là, dans le coin de Le Bourgneuf, puis l'autre qu'on achète, ça donnait à être un peu, c'était à Cap-Rouge, puis c'est comme ton deuxième, je pense, quartier où tu as grandi étant plus vieux. Ouais, exact. T'sais, c'était 0 prévu, mais tu sais, Ça ça tombait. les immeubles, les deux, là, fait que Ça c'était tombait quand pile, même... tu sais. Le timing puis les Ouais, astres c'est ça. s'alignent pour que le projet fonctionne. Ouais, fait que c'est quand même un drôle d'adon, là. Je Non, disais, ça doit être stagé, cette affaire-là, là, mais... Non, Puis là, maintenant, t'habites dans quel coin? Tu cherches dans j'habite quel à coin? Cap-Rouge, mais non, c'est pour ça, l'emplacement, c'est vraiment important, là, tu sais, je pense que c'est... J'achète des immeubles comme j'aimerais être locataire, là, tu sais, Ben, c'est ça qui est drôle et qui est intéressant. En tant qu'investisseur, tu sais, on pourrait dire, ah ben crime, il va regarder juste le rendement, tu sais, mais tout a quand même une idée faite aussi sur la localisation, le type d'immeuble, Ouais. tu sais, parce qu'on tu nous as posé beaucoup de questions aussi, c'est quoi les types de locataires. Le qualitatif est important. Ouais, pour c'est toi. ça. Ouais, vraiment plus. Tu sais, j'aurais un super beau projet mathématique, mais si je vois que ça correspond pas à mes premiers critères, je lâche. Là, tu sais, Dans le fond, ces critères-là viennent te permettre d'avoir confiance en la Oui. matérialisation de la mathématique. Exact. C'est un peu ça. Là, Exact. c'est Puis tu sais, quand tu connais bien l'actif que tu achètes, mais je trouve que c'est plus facile de t'en tenir au plan de match quand ça va moins bien. Tu sais, s'il arrive quelque chose qu'on n'a pas calculé, un imprévu, peu importe, ben ça reste que l'actif que tu as acheté, tu es confiant quand même dans le temps. Parce que tu sais, la détention, c'est pas pour une semaine, tu sais, c'est 5, 10, 15, 20 ans. Fait que tu sais, tu dis, ben cet actif-là, dans 5, 10, 15, 20 ans, je vais être à l'aise de l'avoir? La réponse, c'est oui, mais c'est plus ça que j'achète de quoi pour le flipper puis le revendre. J'aime moins ça parce que ça veut pas dire que tu vas être capable de le flipper puis au montant que tu voudrais. Fait que tu sais, j'aime moins ce genre d'activité-là, tu sais. Puis, tu sais, dans le fond, ça, c'est le point de vue un peu plus qualitatif, mais tu sais, d'un point de vue un peu plus technique, là, tu sais, toi, quand tu regardes un investissement, on te présente quelque chose, c'est quoi qui est important? On posait la question à Au notre niveau des dernier... chiffres, en fait, en termes de mesure de Ouais, rendement, c'est ça. finalement. C'est ça, parce que notre dernier épisode, c'était avec Patrick Cartier, un investisseur passif. On lui posait exactement ces questions-là. Puis toi, je pense que c'est pas arrangé avec le gars des vues, mais tu as un peu le même genre de réponse. Fait que, tu sais, j'aimerais ça t'entendre. Tu sais, qu'est-ce que tu regardes? Le taux de rendement interne, le TGA, tu sais, qu'est-ce qui te parle le plus? Le payback, le moment où tu retrouves ta mise de fonds? Qu'est-ce qui est important pour toi, mais d'un point de vue financier? Ben, c'est la stabilité, tu sais, dans le sens où m'assurer que l'investissement que je fais, il y a une forte probabilité qu'il se matérialise, dans le sens où que ça soit pas spéculatif, là. Puis aussi, tu sais, les rendements, c'est sûr que tu peux avoir tu sais, le taux de rendement interne, comme tu disais, peu importe, mais tu sais, c'est surtout de savoir combien de mises de fonds que je mets. Est-ce que je vais avoir d'autres capitales à déployer? Puis tu avoir des imprévus? Quels sont-ils ou dans quelle mesure pourraient-ils arriver? Puis après ça, de voir ben, l'argent que je mets là, c'est quoi le rendement que je peux m'attendre? Puis à quel moment je pense être capable de me faire rembourser en entier? Puis après ça, c'est quoi la suite pour ce capital-là? Fait que ça, c'est vraiment important. Puis après ça, ben, il y a le TGA ou il y a d'autres types de mesures de calcul, mais je pense qu'essentiellement, c'est ça, étant donné que c'est des immeubles qu'on achète, qu'on sait qu'ils ne sont pas au marché en termes de valeur. Mm-hmm. Puis après ça, ben, c'est de voir, comme je disais, de s'assurer que ça soit faisable. Puis plus c'est faisable, ben, plus c'est intéressant. Parfait. Écoute, qu'est-ce qui t'attend dans les prochaines années pour conclure un petit peu l'épisode, là? Ouais, ben ça, tu me l'avais posé en pré-entrevue, mais disons que pour l'instant, tu sais, je veux prendre le temps de prendre le temps. Dans le sens où là, l'été arrive, tu sais, je vais ouvrir mon terrain comme un bon retraité, mais après ça, tu sais, je m'en vais en voyage 4 semaines, puis après ça, on revient, puis on a d'autres projets. Fait que je prends plus le temps de voyager cette année. J'ai pris quasiment 8-9 semaines, tu sais, qu'on était allé à l'extérieur, là. Fait que ça fait vraiment du bien, parce que c'est des choses que j'avais des fois le temps de faire, mais pas le temps de qualité que j'aurais aimé, dans le sens où, tu sais, j'étais à la plage, mais je pense à la job. Mm-hmm. Là, je pense à rien. D'être pleinement là mentalement ouais, pour exact, j'aime vraiment ta ça. famille. Ça me fait du bien. Fait que je le prends, puis je vais voir après pour la suite. Mais je me presse pas. Tu sais, s'il y a des opportunités qui se présentent, je suis jamais fermé, mais c'est sûr que je suis plus sélectif, disons. Parfait. Ben, en tout cas, je te félicite d'avoir monté toute cette belle entreprise-là, d'avoir fait ton exit. Tu sais, c'est quand même tout un exploit. Puis c'est pas tout le temps qu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui vient nous parler de tout le cheminement, puis un petit peu là, qu'est-ce qu'on voit pas de la pointe du iceberg, là, mais tout ce qu'il y a en dessous. Fait que je te félicite pour ça, puis je te remercie beaucoup là, d'avoir participé au podcast. Merci. Merci. Merci, Sam. Salut.